Bonjour à tous. Merci à Pascal Cozard pour cette introduction très complète du sujet et à Claude pour ses mots amicaux. La résistance des bactéries, je regarde l'heure puisque c'est 20 minutes et il est déjà 5h20. Bon. La résistance des bactéries aux antibiotiques est un phénomène qui, en fait, a été reconnu dès les premières utilisations des antibiotiques, et même auparavant. Par exemple, Fleming en a parlé très tôt, et il a même évoqué la résistance à la pénicilline qu'il avait découverte plusieurs années auparavant, au moment de sa réception du prix Nobel. Il a mis en garde sur le fait que sa pénicilline n'était pas forcément magique. Et quelque part, en fait, l'attention qui aurait dû être donnée ne l'a pas été à ce phénomène de résistance. Et je pense, tous les historiens pensent plus ou moins, que c'est parce que il était difficile de confronter deux tempos, deux temporalités. D'un côté, il y avait la médecine révolutionnaire. Je crois qu'il a été dit que c'était la plus grande révolution en médecine. Un temps accéléré de la découverte et de l'augmentation des connaissances, et la durée lente, maladroite du monde bactérien dans son évolution. Il y avait eu, bien sûr, des préliminaires. Il y avait eu, par exemple, des résistances à la chimiothérapie des sulfamides. Alors, les sulfamides ne sont pas des antibiotiques, ce sont des molécules chimiques, purement chimiques, qui n'ont pas été extraites d'un organisme vivant, mais en même temps, on tend de plus en plus à englober en quelque sorte les sulfamides dans l'antibiothérapie ou dans la chimiothérapie plus largement, la chimiothérapie anti-infectieuse. Or, il y avait eu en 1937 déjà des résistances aux sulfamides quand on avait utilisé le prontocyle sur le gonocoque, coupable des rétrécissements urétraux bien connus. Mais avec les antibiotiques nouveaux, avec la pénicilline, dont vous avez une image en bas à droite, c'était quelque chose de nouveau. C'était, comme l'a dit Selman Waksman, découvreur de la streptomycine, c'était un antibiotique, c'est-à-dire la vie contre la vie, un microbe vivant contre un autre microbe, au profit bien sûr de l'humanité. De l'humanité, c'est comme ça qu'immédiatement le message de la pénicilline a été perçu à travers les frontières, y compris avec des significations politiques inattendues. Par exemple, en février 1944, et le mois compte, Franco s'est rapproché des Américains pour demander d'avoir accès à un stock de pénicilline qu'il espérait pouvoir annoncer à son peuple en reconnaissance de toutes les tribulations qu'il avait connues auparavant. Et cette manœuvre diplomatique, à tous égards, a joué un rôle dans la construction, mon collègue me le rappelait, d'une usine de pénicilline avec l'aide de Waksman, de Selman Waksman, 10 ans plus tard. Selman Waksman, qui en fait a découvert la streptomycine en travaillant sur les bactéries du sol. Il était à l'université de Rutgers, qui est spécialisée dans l'agriculture, et c'était donc bien une substance qui venait de la terre, et il a eu toutes sortes de commentaires. La terre, c'est la vie, c'est dans la terre qu'on a retrouvé de l'énergie pour lutter contre les microbes. Vous voyez, en quelque sorte, le mythe d'Anté, celui qui tombe sur la terre pour retrouver de l'énergie. On était clairement dans le prolongement du rêve. Du rêve ou de la prophétie, comme vous voudrez, de la prophétie pastorienne de l'éradication, qui évidemment ne dépendait pas des antibiotiques, prophétie tout de même avec cette statue que j'aime à montrer, qui est toute proche de nous, sur une place pas loin d'ici, et qui clairement fait comprendre
que la médecine inspirée par la science a réussi à arracher la faux de la mort. On voit la mort qui chancelle. Et de plus, en fait, on procédait un guide théorique avant la lettre de la façon dont il fallait conduire les antibiotiques. Paul Ehrlich, en 1913, avait énoncé les principes de la chimiothérapie de façon générale, en disant, à une grande conférence internationale, que l'activité d'un médicament, il avait en tête évidemment le salvarsan, l'arsenical qu'il avait expérimenté contre la syphilis et contre les tréponèmes de la maladie du sommeil en Afrique, l'activité d'un médicament dépend de sa composition chimique. Il doit se fixer sur le parasite, la bactérie. Et il disait en latin « corpora non agunt nisi fixata », sur des récepteurs, ça veut dire que les corps n'agissent pas s'ils ne sont pas fixés sur des récepteurs spécifiques. Et c'est le mot de récepteur qui est important, parce que c'est avec ce langage des récepteurs qu'on va pouvoir interpréter tous les phénomènes qui se passent entre la bactérie et son environnement. En fait, la drogue, l'antibiotique, agit comme une sorte de flèche empoisonnée qui se fixe sur un récepteur, et je vous ai mis un petit dessin d'Ehrlich qui plaît en général aux étudiants, où on voit des anticorps et d'autres molécules qui se fixent sur des récepteurs à la surface de la cellule. Évidemment, c'est une invention. Beaucoup de gens croient qu'il a vu ça. Il n'a rien vu du tout, il a dessiné. Certains composés, faisait remarquer Ehrlich, qui sont inactifs in vitro, peuvent être actifs in vivo et de façon fort variable selon les animaux. Et la toxicité résulte de la toxicité de la drogue pour les cellules de l'organisme. Évidemment, il faut trouver un gradient entre la dosa tolerata, je ne résiste pas au plaisir de parler latin, et la dosa toxica. Il faut que la dose tolérée soit au moins le 5e, sinon le 10e de la dose toxique. C'est là une sage mesure. Les premiers antibiotiques, c'est-à-dire la streptomycine et la pénicilline, ont rapidement prouvé qu'elles n'étaient pas actives sur tous les germes, sur tous les microbes. Le miracle de Pfizer, de la compagnie Pfizer, ça a été la téramycine, qui était aussi un germe issu de la Terre, dans l'état de l'Indiana. Et c'était un antibiotique à large spectre, et c'est ça qui a été essentiel dans le développement de l'antibiothérapie à tout va, parce que cet antibiotique à large spectre pouvait être mis entre toutes les mains, y compris des praticiens loin du laboratoire. Parfois même, c'était dit explicitement par la firme pharmaceutique, sans diagnostic précis pour toutes les infections, au fond pour presque toutes les maladies infectieuses, mais y compris des choses qui n'étaient pas réellement considérées comme des maladies infectieuses, par exemple le rhume de cerveau, et toutes les infections respiratoires, quelle que soit leur origine et leur diagnostic. On voit d'emblée comment l'antibiothérapie a échappé à tout contrôle. La firme Pfizer, qui avait misé sur cette drogue miracle, envoyait des stocks de téramycine aux médecins, et elle aurait envoyé environ à 100 000 médecins un stock à utiliser sans aucun suivi pour leurs patients. C'était évidemment un événement considérable. La téramycine a également gagné le reste du monde, etc. On était vraiment dans le rêve total. Et non seulement le comportement des médecins était suivi par des psychologues et des sociologues pour voir quelle était leur réaction à l'arrivée de ces antibiotiques, mais on prenait en compte aussi les désirs du patient. Or, très vite, le patient s'est habitué à demander « shot » en anglais, une piqûre en français, y compris pour des choses apparemment bénignes, pour le rhume. Dans la mesure où on était dans la pleine modernité, il s'agissait de retourner au travail le plus vite possible et d'être performant grâce au miracle de la médecine. Alors, toute cette conjoncture explique comment les pays ont énormément augmenté leur consommation d'antibiotiques,
qui est devenu un cheval de bataille pour l'industrie pharmaceutique, dont je ne vous détaille pas les prouesses, parce qu'il n'y a pas eu que Pfizer sur le marché. Mais à partir du moment où les premiers antibiotiques n'avaient pas été brevetés, à partir du moment où les antibiotiques ont été brevetés, il s'agissait d'avoir sa part de marché, y compris avec les molécules qu'on appelle d'un nom joli Me Too. Ça veut dire que quand il y a un antibiotique qui sortait, d'autres firmes s'efforçaient de modifier un petit quelque chose pour avoir leur part de marché, sans que ça représente nécessairement une innovation pharmaceutique. Alors, on voit bien qu'avec l'apparition et la continuation de certaines résistances, on a immédiatement trouvé la parade, c'était d'associer deux antibiotiques, en espérant avoir un effet de synergie. Si un antibiotique détruit un pourcentage des cellules, s'il y a un autre antibiotique qui n'a pas les mêmes cibles, rappelez-vous les récepteurs, à ce moment-là, l'association des deux, par exemple les pénicillines avec un inhibiteur de l'enzyme bactérienne qui détruit la pénicilline, ce qu'on appelle les bêta-lactamases, à ce moment-là, on peut espérer vaincre les résistances. C'est quelque part renouer avec le rêve de la thériaque. La thériaque, c'est un médicament qui remonte à l'Antiquité et qui est une drogue aux multiples composés et qui représente, ici un pot à pharmacie de la Renaissance, le rêve de la panacée. Mais il faut aussi se rappeler que la société est extrêmement présente dans cette histoire. Et je pense que ce qui l'illustre bien, c'est l'hôpital. En fait, l'hôpital, qui pendant des années avait été synonyme de mouroir et de surinfection, qui était devenu petit à petit le site d'espoir, l'accueil de toutes les innovations, je pense bien sûr à la sérothérapie antidiphtérique à la fin du XIXe siècle, et l'hôpital, qui était non seulement par ses thérapeutiques, mais aussi par l'hygiène rigoureuse, l'asepsie, les antiseptiques, l'isolation des malades, tout d'un coup apparaissait comme le centre de la résistance aux antibiotiques. C'est en fait à l'hôpital que des pionniers dont les noms sont pieusement conservés, Mary Barber par exemple en Angleterre, est apparu comme le centre de la résistance aux antibiotiques. Il y avait à cela de multiples raisons. Ils abritent des malades affaiblis, dont les défenses immunitaires ne sont pas au mieux, affaiblis aussi par l'âge, et aussi entassés pas loin les uns des autres. Bref, cela explique que très tôt, et un certain nombre de médecins hospitaliers s'en sont rendus compte, des bactéries résistantes y ont été sélectionnées et transmises activement. Mais, et c'est un point important, certaines bactéries, en fait, possédaient déjà des caractères de résistance avant toute rencontre avec l'antibiotique. On sait par exemple qu'il y avait des bactéries qui étaient résistantes à la pénicilline avant d'avoir été sélectionnées par lui. Autrement dit, les bactéries elles-mêmes possédaient un arsenal de résistance qu'elles ont mis en œuvre et qu'elles ont développé lorsqu'elles ont été mises au contact des antibiotiques. Mais c'est là qu'est apparue une sorte de divorce entre les médecins hospitaliers, qui sonnaient l'alarme, et les médecins de ville. En particulier aux États-Unis, où la chose a été beaucoup suivie, les médecins ont résisté à la mise en garde des hospitaliers, pour être un peu caricatural. En particulier, ils tenaient à garder leur autonomie, c'est-à-dire à prescrire quand ils le souhaitaient, et ne pas avoir à passer par un comité de savants qui aurait limité leur liberté. Ils ressentaient aussi très mal l'intervention de la FDA, Food and Drug Administration, un organisme dont vous avez beaucoup entendu parler parce que c'est de lui que dépend la mise sur le marché des nouvelles molécules. Et cette administration fédérale aux États-Unis, créée au début du siècle, avait des moyens limités et s'efforçait de ne pas mécontenter les puissantes associations, en particulier la puissante association américaine des médecins. Et donc, les médecins revendiquaient aussi de pouvoir larga manu utiliser les antibiotiques
sans nécessairement avoir un diagnostic et en quelque sorte le prescrire automatiquement à la demande du patient. C'est là qu'on revient à l'élément constitué par le patient est devenu un consommateur et ne comprendrait pas, disaient les médecins, qu'on ne prescrive pas un antibiotique. Aujourd'hui encore, je pense que nous ne sommes pas toujours si loin de cette... Les malades veulent souvent un antibiotique pour retourner au travail. Cette bagarre entre le FDA et les médecins de ville n'a pas manqué de pittoresque. Les médecins, en évoquant l'intervention de l'État dans leur pratique, évoquaient la Gestapo. Ça dit quelque chose à tout le monde. Ils parlaient, ça évoque moins pour les plus jeunes, le spectre du lysenkisme, c'est-à-dire la doctrine s'opposant à la génétique et prônant l'adaptation des organismes biologiques en fonction de l'activité humaine, qui a été la doctrine un certain temps en honneur en Union soviétique. Mais on voit comment tout de suite le débat a recours à des métaphores politiques. Alors, ce qui est important aussi, c'est que là, aujourd'hui, on considère que pour avoir une nouvelle molécule, un nouvel antibiotique ou un nouveau traitement, il faut recourir à ce qui est essentiel selon la science, c'est à savoir un essai standardisé en double aveugle, avec randomisation, etc. Les antibiotiques ont évidemment été l'occasion, par tâtonnement, de commencer cette expérimentation décisive. Mais ça n'a eu lieu ça ne ressemble pas tout à fait à l'essai clinique tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Le premier essai important, il y avait eu des tentatives auparavant. Le premier essai important a été celui en Amérique de la streptomycine, comparable à l'essai anglais de la streptomycine, Medical Research Council d'un côté et administration des vétérans de l'autre. En fait, ces deux essais se ressemblent et diffèrent en même temps. Ils ne se sont pas cités. Il est assez amusant de voir que l'histoire américaine oublie l'essai anglais et vice-versa. Et ces essais ont été très différents et c'est intéressant de voir à quel point un essai, donc une méthode scientifique qui paraît rigoureuse et qui devrait être appliquée telle qu'elle, en fait, a posé toutes sortes de problèmes et a été très différente d'un cas à l'autre. Dans les deux cas, il s'agissait de tester une population de tuberculeux avec la streptomycine, comparable à un essai à l'absence de traitement. La question du placebo avait été éliminée parce que dans la mesure où la streptomycine était injectable, il paraissait difficile de soumettre les patients à des injections qui ne contenaient rien. Le résultat, c'est qu'évidemment, l'essai en double aveugle, je vous rappelle qu'il n'y avait pas de consentement, que les gens étaient considérés comme consentant évidemment à obtenir un traitement pour leur tuberculose. Autrement dit, il était évident que si vous n'aviez pas de piqûre alors que les autres avaient une piqûre, vous saviez que vous n'aviez pas le traitement. Donc cet essai posait toutes sortes de problèmes éthiques et psychologiques. Et de plus, quand on y regarde de près, le suivi a été fait normalement à l'aveugle par des cliniciens et des radiologues. Et en fait, au moins aux États-Unis, les essais étaient suivis par les radiologues. Certains connaissaient la drogue, avaient reçu la drogue, et d'autres non. Et on constatait que les radiologues qui savaient si les malades avaient reçu l'antibiotique ne voyaient pas les mêmes choses à la radio que ceux qui ne le savaient pas. On constate aussi que la randomisation n'a pas été effectuée correctement. Les médecins des vétérans n'avaient pas envie de priver des malades graves d'un traitement qui risquait de leur apporter la vie sauve. Voilà, c'est donc cet essai qui est considéré comme le triomphe de la méthode scientifique pour évaluer un antibiotique. C'est bien entendu quelque chose qui est tout à fait discutable, mais qui indique quelles sont les difficultés de l'expérimentation pour un médicament, surtout quand il est censé apporter un plus définitif dans un traitement.
Ce qui est remarquable, c'est qu'au cours de ces événements, à chaque fois qu'il y avait un nouvel antibiotique et une nouvelle vague d'espoir, elle effaçait, comme l'a dit Chanson en 2000, toutes nos banques de souvenirs. C'est-à-dire qu'on repart avec l'enthousiasme du début, en étant persuadé que cette fois, on tient le bon bout. Alors les contestataires essayèrent de définir une attitude rationnelle. Il y a eu des guides de l'antibiothérapie, très tôt, mais avec des recommandations qui n'étaient pas appliquées. Les hôpitaux ont toujours essayé de garder des antibiotiques nouveaux en réserve. Mais pour ceux qui, comme moi, ont travaillé au moment du sida, je me souviens bien qu'on nous disait qu'il ne fallait surtout pas utiliser l'augmentin pour le garder pour les malades atteints de sida. Et bien entendu, à l'époque, tous les pédiatres donnaient de l'augmentin à leurs enfants. Ça, c'est pas avant, ce n'est pas dans un temps préhistorique, c'est il y a une vingtaine d'années. Alors, vous avez déjà eu une idée tout à l'heure avec ce que notre secrétaire perpétuel a rappelé sur les bactéries. En fait, l'analyse des résistances est une véritable dissection de la physiologie et de l'anatomie des bactéries. La génétique bactérienne, d'abord, a analysé finement tous les mécanismes par lesquels les bactéries résistent sur tous les fronts. Ce sont des phénomènes qui ont été sélectionnés. C'est des bactéries qui ont été sélectionnées, mais qui se sont aussi adaptées. Des doses insuffisantes d'antibiotiques peuvent en effet laisser subsister des souches modifiées qui peuvent devenir résistantes, par exemple parce qu'elles perdent les ouvertures, les pores par lesquels l'antibiotique peut pénétrer. Les membranes sont abîmées et ne permettent plus la fixation de l'antibiotique. Enfin bref, il existe, et je n'ai pas voulu entrer dans le détail, des récepteurs, tous les mécanismes par lesquels les antibiotiques altèrent finalement les cibles sur lesquelles ils veulent agir, déclenchent à leur tour d'autres mécanismes de résistance. De 1992 à aujourd'hui, il s'est produit un mouvement de politisation de la résistance à la résistance. On a vu les conséquences sociales de cette résistance. Lederberg a écrit son grand rapport sur Emerging Infections, Microbial Threats in the United States en 1992, où là, il désignait clairement les germes résistants aux antibiotiques. À ce moment-là, dans ces années de 90, il est survenu un sentiment de défaite. Il a été exprimé, par exemple, dans la défaite de la santé publique du médecin politologue Aquilino Morelle et aux États-Unis par la journaliste Laurie Garrett avec ce titre provocateur « L'effondrement de la santé publique ». Les antibiotiques, on avait l'impression qu'on avait exploré tous les mécanismes possibles et d'autre part, comment amener l'industrie à développer de nouveaux antibiotiques et à stopper un marketing non éthique. En effet, l'industrie pharmaceutique a fait un cheval de bataille de l'antibiothérapie pendant longtemps. Certains membres de l'industrie pharmaceutique espéraient que ça deviendrait l'industrie majeure et celle qui gagnerait le plus d'argent. Et la baisse des prix des antibiotiques, en raison des négociations de la sécurité sociale dans les différents pays, a fait que les antibiotiques ne devenaient plus tellement... 3 minutes ne devenaient plus tellement... Alors, des stratégies se sont développées pour réduire la consommation des antibiotiques. Un antibiotique n'est pas automatique. Vous connaissez le refrain. Pour finir, je voudrais essayer de tirer des conclusions sur ce que j'appellerais, un peu en jouant sur les mots, mais pas complètement, la philosophie de l'antibiorésistance. Finalement, ce que nous apprend l'histoire de l'antibiothérapie et des résistances, c'est qu'il faut nécessairement tenir compte dans une histoire savante des réactions des praticiens au contact de leurs malades et des demandes des malades vis-à-vis de leurs médecins. Comment peut-on, dans ces conditions, être rationnel ? Par contre, c'est sûr que l'Odyssée des antibiotiques a été l'occasion de découvertes magnifiques sur la physiologie des bactéries in vivo et dans la boîte de Petri, avec des surprises à cet égard, mais la science ne procure pas toujours les solutions pratiques aux maladies.
Deuxième leçon, Burnett rappelait en 1959 qu'il faut porter un égal intérêt aux microbes et à l'organisme, ou au duo qu'on connaît bien en médecine, dans l'histoire, sous le nom de la dyade du germe et du terrain. Il y a le germe, mais il y a aussi le terrain. Dubos avait une conception écologique. L'organisme réagit à son milieu externe, mais aussi interne. Il a déjà promu une vision holistique, qu'a renouvelé Lederberg, des organismes plongés dans un environnement complexe, substitué au duel à mort entre les microbes et les organismes humains. La découverte du microbiote est extrêmement importante à cet égard. On connaissait bien sûr les bactéries de l'intestin, on savait que les antibiotiques les perturbaient considérablement, mais on n'avait pas encore envisagé la façon dont le microbiote peut au contraire fournir une aide, un auxiliaire à l'action des antibiotiques dans l'organisme. Bref, l'histoire du monde vivant et l'histoire de l'humanité ne sont pas des histoires distinctes, elles sont enchevêtrées sur une voie commune à un rythme accéléré. Il reste encore à créer de nouvelles solidarités. Je vous remercie.